Avant de commencer ce nouvel épisode de Déclencheur, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Comme vous le savez peut-être, je suis franchiseur du réseau Simplicicar, un réseau de plus de 100 concessions en France, Belgique et Dom-Tom. Et quand on vend plus de 15 000 véhicules par an, on a besoin d'outils fiables pour vérifier chaque voiture, en particulier quand elles viennent de l'étranger. Exemple concret, l'une de nos concessions a contrôlé une Porsche Cayman importée en France en 2021. Elle était affichée avec 55 000 km au compteur, qu'elle avait plus de 90 000 km en 2013 et qu'elle avait subi plusieurs petits chocs avant et arrière pour environ 4 000 € de réparation. Avec le lien en description, vous bénéficiez de moins 20% de réduction immédiate sur votre rapport Car Vertical. Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui pour un nouvel épisode de Déclencheur et j'ai le privilège de recevoir Laurent Tapie. Salut Laurent. Salut. Alors, ce visage vous dit peut-être quelque chose. On est avec le fils de Bernard Tapie. Mais on va parler voiture, on va parler business, on va parler plein de choses. Et j'aimerais commencer cette interview et cet épisode de Déclencheur. En préparant cette émission, j'avais la date, mais je n'y avais pas précisément. Ton papa nous a quittés le 3 octobre 2021. Je suis né le 3 octobre. Ok. Tu vois, donc c'était un lien pour moi qui a marqué, on sait que ton papa a marqué tout l'univers de l'OM qu'on va parler, tout l'univers de l'entrepreneuriat, parce qu'on est aussi là pour ça. Et on va parler aussi de Delage, cette marque que tu as fait revivre avec une supercar. L'idée, c'est de parler aussi de ton parcours pro, parce que j'ai pu voir que tu as un parcours qui est quand même vachement intéressant. Tu as lancé en 96 Rebook 6. Ouais. Ça te parle? Ma première boîte, ouais. Ta première boîte. Tu as lancé des tournois de foot sponsorisés aussi, donc avec cette marque-là. Tu as fait du digital. Oui, en 10 ans. Ma fortune, si je peux m'exprimer ainsi, je l'ai faite dans le digital, ouais. Ouais. Et puis avec aussi des sites de paris sportifs que tu as pu revendre. Un site de paris sportifs, oui. Ouais, j'en avais deux. Mais, très bien. Donc frigol.com. Non, ça, c'était pas un site de paris sportifs. C'était un site d'information, de jeux, de forums, etc. sur le football. C'était pas un modèle payant. Ok. Mais j'espérais préparer ma communauté aux paris sportifs payants pour plus tard. Que tu as revendu à Partouche. Exactement. Voilà. Donc, vraiment, en termes d'entrepreneuriat. Et tu as aussi monté une boîte avec ton père. Ouais. Avec un site internet à l'époque, c'était Bernard Tapie, ouais. bernardtapie.com, c'est ça qui était de la vente de produits. Qui était une plateforme one-stop shopping, si tu veux, de toutes les solutions discount du web et qui s'adressait particulièrement aux générations plus anciennes, comme mon père, qui n'avait pas trop l'habitude de manipuler le web et à qui on offrait donc des offres très simples à souscrire et dans des domaines extrêmement variés. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté ? Ce qui a fait que ça s'est arrêté, c'est que tu te souviens que mon père a quand même eu des très très gros problèmes à partir de l'élection de François Hollande et que du moment où il a été mis en garde à vue et où des procès dans le pénal ont été initiés, tous les partenaires corporate se sont désolidarisés du site, n'ont plus voulu en faire partie parce qu'ils avaient peur qu'en termes d'image, si mon père venait à être condamné ou quoi que ce soit, ils y soient associés. Donc à partir du moment où tu n'as plus de partenaire, tu ne peux plus poursuivre le site. Mais ce site a été le point de départ de mes deux plus belles réussites derrière, c'est-à-dire qu'on avait fait beaucoup de chiffre d'affaires sur de la vente d'or et beaucoup de chiffre d'affaires sur du rachat de crédit. Et donc j'ai lancé ensuite deux sites séparément de mon père qui étaient spécialisés là-dedans, et j'ai fait le numéro 1 français de la vente d'or, qui est toujours numéro 1. Avec Godot et Fils. Exactement, avec Godot et Fils, qui s'appelle achat-or-et-argent.fr, et j'ai fait le numéro 2 français du rachat de crédit, que j'ai revendu au groupe Assu 2000 en 2016. 160 millions d'euros. Ouais. C'est ça ? Ça, c'est le chiffre d'affaires, hein. C'est pas le montant auquel je l'ai revendu, loin de là. Ah. Non. Et tu revends ce groupe à Assu 2000, c'est Assu 2000 qui rachète ce groupe-là. Ouais. Donc tu as quand même une belle aventure entrepreneuriale. Ah oui. Moi, à part 2 années chez McKinsey, quand je suis sorti de Subdeco Paris, je n'ai fait que entreprendre en fait. J'ai été salarié 1 an quand Partouche a repris mon site de paris sportif, puisque ça faisait partie du deal que j'assure la transition. Donc si tu regardes bien, de 1996, quand j'étais encore étudiant, à aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment 30 ans, en 29 ans, j'ai été salarié 3 ans. 2 ans chez McKinsey, 1 an chez Partouche, et tout le reste, c'était mes boîtes, quoi.
Et tu penses que ça vient aussi de la fibre de ton père? Parce Bien que sûr, bien sûr. moi, j'ai vu la série Netflix, on en reparlera tout à l'heure. Hmm. Mais quel génie au départ avec les télés, de livrer les télés chez le client. C'était le tout début. Exactement, ce qu'il ne montre pas dans la série d'ailleurs. Dans la série, il a un magasin de télé, il raconte pas la vraie histoire, il raconte pas comment il a fait du porte-à-porte. Ouais, on voit juste qu'il livre la voiture, la voiture, on va y reparler, mais qu'il livre la télé chez le client. Mais c'est quoi l'histoire? Tu peux nous la raconter rapidement? Quel était le départ? Parce que de la série, parce qu'il n'y a que toi qui connais tous les secrets de ce qu'a pu faire ton père, le début de son aventure entrepreneuriale, c'est ça. C'est la télévision, c'est qu'il est vendeur dans une boutique, mais qui Non, il n'est pas vendeur. Dans la série, c'est ce qui est prétendu. Dans la série, c'est ce qui est prétendu, mais c'est pas la réalité. Tu sais, la série, c'est 7 épisodes qui racontent 7 histoires inventées. C'est-à-dire qu'à partir d'éléments vrais que tout le monde connaît, oui, il a racheté Vendeur, oui, il a eu l'OM, oui, il a fait de la politique, etc. Il raconte 7 histoires inventées. Rien n'est vrai. C'est ça la plus grosse critique que j'ai vis-à-vis de cette série, c'est que l'histoire de mon père était tellement riche, il y avait de quoi faire 7 épisodes qui te racontent 100% la vérité. Et comme les gens ne savent pas distinguer le réel du faux parce qu'ils ne connaissent pas son histoire, bah, ils pensent que ce qu'ils ont vu dans la série, c'est la réalité. C'est pas du tout la réalité. Donc ça démarque, il est chez lui. Il est à une période en plus où il se cherche parce que au sortir de l'armée, ton émission s'appelle Déclencheur. Exactement. Le premier déclencheur pour mon père, ça a été l'armée. Parce qu'avant l'armée, il est dans un milieu prolo, il est au Bourget, il est entre La Courneuve et le Bourget, en Seine-Saint-Denis, avec des parents très très modestes, un père qui est ouvrier et une mère qui est aide-soignante. Et il pense qu'il va faire le même genre de métier que son père, qu'il va être ouvrier, etc. Et ça ne le dérange pas plus que ça parce qu'il a beaucoup d'amour de ses parents et il est passionné de sport, il fait du sport toute la journée. Il sèche même les cours pour aller faire du sport. Donc il est heureux et il s'imagine être ouvrier comme ses copains plus tard. Et c'est à l'armée qu'il se rend compte que des gens qui viennent de tous les milieux sociaux sont réunis et qu'il est meilleur qu'eux. Même ceux qui viennent des milieux bourgeois, plus aisés, et il est meilleur qu'eux. Dans tous les domaines, il est meilleur. Il sort officier, il participe au concours du meilleur soldat de France, où il sort 7e ou 8e. Et donc il ressort de l'armée avec la conviction qu'en fait, le monde lui appartient, que tout est possible. C'est l'armée qui lui donne ça. Et il a toujours pensé que c'était une énorme erreur d'avoir supprimé le service militaire obligatoire pour cette raison-là. Parce que c'était un moyen de mettre des gens donc, de toutes conditions ensemble pendant un bon moment, tu vois, de rééquilibrer un peu les choses. Bon. Donc il sort de l'armée, mais il ne sait pas trop ce qu'il va faire encore. Il s'essaye à la chanson. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Il s'essaye à la course automobile. Il fait de la F3. Il a un accident extrêmement grave. Il reste dans le coma pendant 3 jours. Ah oui, quand même. Ouais, son meilleur ami, à l'époque, était un pilote de F3 aussi. Et quand il sort du coma, mon père dit « Bon, j'arrête, c'est trop dangereux ». Et son meilleur ami lui dit bah, « Moi, je continue, j'arrêterai jamais ». Et 6 courses après, il se tue. Wow. Et donc, il n'a pas regretté d'avoir arrêté ça. Mais par contre, il a toujours eu la conduite dans le sang. Il me l'a transmis, ça. Et il se cherche, quoi. La chanson, ça ne marche pas tellement. Le sport automobile, finalement, il arrête. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sonne chez lui. C'est pas lui qui décide d'être vendeur télé. C'est un type qui vient vendre une télé en porte-à-porte qui sonne chez lui et qui essaye de lui vendre sa télé. Et mon père lui dit « Mais tu t'y prends vraiment comme un manche. Je vais jamais t'acheter une télé. T'as rien compris. » Et t'arrives à en vendre. Et l'autre, il dit « Bah non, en fait, t'as raison. Je dois pas être fait pour ça. J'ai un stock. J'arrive à rien vendre du tout. Alors que les télés, ça partait comme des petits pains à l'époque. Donc, je dois pas être bon et je vais arrêter. Si tu veux me prendre mes télés, je serais ravi que tu le fasses à ma place. » Et donc, mon père commence. Il fait du porte-à-porte aussi. Et là où il était mieux équipé que les autres, c'est qu'il comprend très vite où est le frein. Sa force, c'était de comprendre tout très vite. C'est la caractéristique des gens plus intelligents que les autres. Et surtout sur l'humain, il arrive très très vite à capter chez une personne où est le blocage, par quel angle je vais l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est analysé tout de suite en quelques minutes, comme dans tout le commerce. En quelques secondes, il pouvait rentrer dans un milieu où c'est un dîner bourgeois ou un truc populaire, et il allait savoir charmer les gens en étant différent. Il y a un côté acteur aussi là-dedans, tu vois. Et donc, quand il sonne aux portes des gens, il comprend que le blocage, c'est la confiance. Les gens, tu viens sonner pour te vendre quelque chose, immédiatement, ils entrouvent la porte, ils n'ont pas envie de t'acheter quoi que ce soit que tu aies à vendre. Ils ne te font pas confiance.
Donc, il ne rentre plus du tout sur le thème « je viens vous vendre une télé ». Il sonne sur le thème « je viens faire un sondage pour un journal ». Déjà, les gens, quand tu viens pour faire un sondage, sont beaucoup plus ouverts que quand tu viens leur demander de l'argent pour quoi que ce soit. Ils Et pensent puis il y pas a que tu viens 40 ans pour en les plus, il y a arnaquer. 40 ou 50 ans, donc c'était même pas encore aujourd'hui où il y a tout ce qui se passe, les gens étaient encore moins... Ah oui, tout à fait. C'était il y a même plus que ça, c'était il y a 60 ans. Il y a On 60 parle ans, du donc milieu des t'imagines. années 60. Hein. Et donc, il les interroge sur un sondage. Il dit « Je viens vous demander quelles sont vos émissions télé préférées ». Et très souvent, comme la télé n'était pas encore partout, on lui dit « Ah bah, on ne peut pas vous répondre, on n'a pas de télé ». Et il a dit « Mon journal a prévu cette éventualité. Nous vous prêtons une télé pendant une semaine, mais on vous demande un truc, vous la regardez. Hein. Vous la regardez à fond. Parce que moi, quand je reviens une semaine, je veux pouvoir vous interroger sur ce que vous avez vu, les émissions que vous n'avez pas aimées, celles que vous avez aimées, etc. » Donc le type, il est super content. Il a la télé gratuite chez lui pendant une semaine. Il revient une semaine après, il pose ses 5-6 questions qu'il a inventées pour son pseudo-journal. Et là, il leur dit bon, bah, la télé, je la reprends. Oh, putain, c'était chouette de voir la télé quand même. Mais si vous voulez maintenant aller d'occasion, notre journal fait une proposition, vous pourriez la garder, on vous demande tant. Et là, tous, ils s'achetaient la télé. Incroyable. Donc, il a placé toutes les télés comme ça assez rapidement. Et puis de là, il a fait un magasin de télé avec un concept qui s'appelait Le Grand Dépôt. Donc là, la série rejoint quand même, heureusement un peu, la réalité, où il avait cette idée de faire une espèce de groupement d'achat, de club, où il fallait être membre, payer une souscription, et du coup, il achetait à des meilleurs prix les télés et les autres équipements, et ça a bien marché. C'est fou, il y a 60 ans d'être précurseur d'un métier qu'on voit aujourd'hui, qui est Darty, la Fnac, un petit peu comme tout ça, mais C'est ça. différemment, parce que lui, il avait mis une stratégie commerciale qui faisait que le client pouvait dire quasiment que oui, parce qu'il devait avoir très peu de refus. Et ce qui est drôle dans ce que tu dis, parce que je ne connaissais pas cette histoire, et c'est important parce qu'on va apprendre plein de choses dans cette émission, c'est que ça rejoint un petit peu l'idée, alors c'est un parallèle avec McDonald's. Je ne sais pas si tu as vu le film... Le Fondeur, le- c'est un de mes films préférés. le Je fondateur. le connais par cœur. Bah, c'est un J'adore peu ce la film. même idée, c'est qu'on a les deux frères McDonald qui ont une idée qui est magnifique, mais qui savent pas comment la déployer. T'as quelqu'un qui arrive derrière avec ses machines à glace qui, pareil, galère à les vendre. Et, Les mixeurs. Et les mixeurs, mais c'était les machines à glace aussi dans Ouais, pour l'émission. faire des milkshakes, etc. Voilà, pour faire les glaces. Et puis au final, c'est lui qui reprend l'idée. Bon, l'histoire, elle est pas sympathique à la fin parce que on se dit qu'il a quand même volé tout et qu'il avait prévu de donner des pourcentages qu'il a jamais donnés. Mais c'est fou comment on arrive à avoir comme ça des personnes qui vont très vite capter, comme tu dis, en quelques secondes, une super idée et la mettre en avant. Alors, c'est ce qui existe aujourd'hui avec les startups, où tu as plein de business angels qui font un peu cet esprit-là, puisqu'eux, ils vont investir dans des sociétés, et puis ils vont mettre par contre que du cash, ils vont investir sur 10 sociétés, il y en a peut-être 8 qui vont cracher et 2 qui vont exploser. Donc c'est marrant qu'il y a 60 ans, ton père avait cette idée-là. Donc du coup, il a commencé comme ça. Donc pour toi, la série, elle aurait pu... Mais ils vous ont pas demandé votre avis de cette série pour savoir avoir justement des choses croustillantes à raconter, mais qui sont en plus réelles, qui rapportent... Non, mais je sais pourquoi. En fait, la chronologie, c'est que le fils de Jacques Séguéla était le meilleur ami de mon père. Le meilleur ami. Et son fils, Tristan, est dans les métiers de la réalisation, des films. Et un jour, il dit à mon père, j'ai décidé, je veux faire une série sur toi. Dans un premier temps, d'ailleurs, il ne dit pas j'ai décidé. Il dit j'aimerais faire une série sur toi. Il teste un peu. Et mon père lui dit c'est une très mauvaise idée, j'ai pas envie qu'il y ait une série sur moi. Alors Tristan lui dit pourquoi, c'est dommage. Je dis parce que vous allez faire des clichés, vous allez faire le tapis tel qu'il est fait par les médias, qui est pas moi, et ça m'emmerde, j'ai pas envie. Le fils Séguéla dit rien, et puis il avance de son côté. On apprend qu'il a fait déjà le script d'un épisode, qu'il est en train d'en parler avec Canal, qu'il est en train d'en parler avec Netflix. Canal dans un premier temps, et il avait même un accord de Canal. Et là-dessus, Sans le vôtre. Ah oui, sans le nôtre. Il décide de faire son truc, quoi. Mais ça, je lui reproche pas, moi. Parce que ça, c'est une démarche d'entrepreneur. Un entrepreneur, ça ne demande pas l'autorisation à qui que ce soit. Ça fait. Donc, comme un entrepreneur, il va voir Tapi par politesse, il lui propose. Tapi lui dit, j'ai pas envie, il le fait quand même. Moi, je respecte totalement ça. Donc, il avait un accord avec Canal. Et là, il s'est passé un truc incroyable. C'est que, alors que l'accord est fait avec Canal, Vincent Bolloré, propriétaire de Canal, apprend ça, prend son téléphone, appelle mon père, dit cher Bernard, ils se connaissent très peu, mais dans les grands des affaires, il y a un respect mutuel. Évidemment. Bon. Cher Bernard, je vois que mes équipes viennent de signer pour faire une série sur vous. Vous êtes au courant, vous validez. Mon père dit 1, je ne suis pas au courant, 2, je ne valide pas. Vincent Bolloré lui dit très bien, je vous remercie. On fera pas. Il raccroche, fini. Il tue le projet.
seule fois, les gens de Canal m'ont dit, c'est la seule fois que ça nous est arrivé, que tout en haut, tue le projet. Mais en fait, je pense que c'était un mal pour un bien pour Tristan Segala, parce qu'il l'a vendu à Netflix, et je suis convaincu qu'il a eu un meilleur deal avec Netflix que ce qu'il devait avoir avec Canal. Mais sur ça, vous avez rien touché, la famille Ah non, Tapie n'a rien rien du tout. touché. Donc, quand on vous avez apprend- utilisé l'image quand même, ils ont utilisé l'image de ton Ouais, père. mais ça, je vais t'expliquer, mais ça, c'est de la loi. Et c'est comme ça dans la plupart des pays. Donc, quand on apprend que Netflix a signé, là, mon père, la mauvaise, si tu veux. Donc, il appelle son meilleur ami, Jacques Séguéla. Il lui dit, écoute, ton fils est en train de me faire un truc, c'est quand même pas possible. Il est en train de faire une série sur moi. Je ne sais rien. Je sais pas qui va jouer. Je sais pas ce qu'ils vont raconter. Rien. Alors, au moins, tu lui fais rencontrer mon fils Laurent, qui connaît ma vie par cœur et qui servira un peu de garde-fou, quoi. Et donc, je rencontre le fils Séguéla. Je le vois parce que son père lui a demandé de me voir, et qui n'a pas été très franc du collier sur le coup. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire dès le début, non, tu seras rien dans la série, tu n'auras pas ton mot à dire et je ferai ce que je veux, et j'aurais respecté ça, il me dit, mais bien sûr, c'est une très bonne idée, on a écrit le script du premier épisode, je vais te le passer, et puis tu as plein d'anecdotes, tu as un éclairage qu'on n'a pas, on va t'associer à l'écriture, etc. Donc là, j'étais content, tu vois. Et puis il m'a pris pour un con pendant quelques semaines. Comme je suis pas trop con non plus, ça n'a pas duré plus que quelques semaines, j'ai compris qu'il me prenait pour un con. Je dis, écoute, tu m'expliques qu'il y a les vacances, qu'il y a ci, qu'il y a ça, au bout d'un moment, ça va. Il se passe rien, ça fait 3 mois. Me dis pas que vous n'êtes pas déjà en train de tourner, donc tu es en train d'avancer totalement sans voilà, dis-le moi. Et donc il a fait le mort. Il a fait le mort, et en fait, par politesse, il nous a invités une semaine avant la diffusion à venir la voir. Tu vois, au dernier moment, pour que s'il y ait une tentative juridique de faire quelque chose, ce soit trop tard. Mais je sais pourquoi il l'a fait comme ça. Je te dis, la seule chose que je lui reproche, c'est de ne pas être transparent. Moi, je suis un mec hyper cash, je dis les choses et j'aime bien qu'on me les dise aussi. J'aime pas qu'on fasse les morts comme ça, c'est nul. Mais je comprends pourquoi il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce qu'il traite OMVA dans la série. Et pour le coup, ça me coûte de le dire. Mais le seul passage de la série qui est 100% authentique, c'est OMVA. OMVA, il le raconte comme ça s'est passé. Et la position de mon père sur OMVA, du vivant de mon père, c'était pas de dire la vérité sur ce coup-là. Sur ce coup-là, il est resté pendant des années sur « mais non, on n'a rien fait, de toute façon, ça a arrangé tout le monde de faire tomber l'OM, de faire tomber Tapie. » Bon. Il est resté sur cette position à pas vouloir cracher sa pastille, de dire « bah ouais, on a fait cette connerie ». Et il aurait été impossible de m'associer à l'écriture avec ce traitement d'OMVA. Oui. C'était impossible. Et même moi, j'aurais pas pu rester dans le projet. J'aurais pas pu dire à mon père, tu sais, je suis là pour faire le garde-fou, etc. Je te préviens qu'il raconte tout au MVA. C'était impossible. Donc, c'était inéluctable que ça se passe comme ça. Je te dis, le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'ait pas été plus franc jeu avec moi. C'est tout. Et donc, tu disais, légalement, il n'y a pas de droit reversé Non, parce qu'en fait, quand tu es une personne publique, c'est ça qui est incroyable. Quand tu es une personne publique, ton nom ne t'appartient plus. Au sens où n'importe qui peut faire une œuvre sur toi sans que tu aies quoi que ce soit à dire. La seule limite, c'est que tu dois quand même respecter la loi qui est celle sur la diffamation. S'il y avait une scène où on voit mon père en train de sniffer de la coke, oui, là, j'aurais pu attaquer pour diffamation. Mais tant qu'il n'y a pas de diffamation, on peut prendre ton nom et faire un film, faire ce qu'on veut. Tu as eu le cas, par exemple, avec Yves Saint-Laurent, où tu as 2 films qui sont sortis quasiment simultanément. Un qui avait été fait avec tout l'assentiment de l'entourage de Saint-Laurent, Pierre Berger, etc. Et un qui a été fait par des gens qui n'ont rien demandé à personne. Et les 2 films sont sortis. Ils n'ont pas pu empêcher de sortir le deuxième. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on aura peut-être un jour un film ? J'espère. Moi, je l'ai écrit depuis 2014. J'ai écrit un film qui sera en 2 parties, qui raconte 100% de l'histoire vraie de mon père. Et qu'est-ce qu'ils attendent, les producteurs et les réalisateurs ? Ils me disent qu'on est trop proche de la série, qu'il faut que l'effet de la série s'arrête. Pourtant, là, je pense qu'on y est à peu près, mais bon, je suis tellement occupé. Ça fait quoi, 2 ans qu'elle est sortie, la série, à peu près ? Ouais, juste après le décès de ton papa, quasiment. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont eu même de la chance sur ce timing-là. Mais bah, écoute, les producteurs avec qui j'ai parlé, et j'ai parlé avec des grands, ils m'ont dit faut encore laisser 2-3 ans, peut-être 4-5 ans. Il y aura à nouveau une envie, donc on reparle de Tapie, et à ce moment-là, on regarde le. T'imagines un acteur ? Ouais, mais j'ai pas envie de le dire à ce stade-là. Mais moi, j'ai en tête un acteur, clairement. Celui de la série, il est pas mal quand même, je trouve. Je suis pas d'accord. Non ? Alors après, c'est un avis extérieur, parce que toi, tu... Moi, je dis il est pas mal. Je pense que c'est un bon acteur. Je pense que c'est même un très bon acteur. Mais je ne reconnais pas Bernard Tapie, mais pas du tout. Pas du tout. Et ça pourrait pas être toi ?
Ça aurait pu être moi. Non, sur ton film, parce que tu as quand même beaucoup de traits de ton papa. Ah non, mais moi, je saurais le faire exactement comme il était. Mais c'est pas mon métier, donc je suis pas. Oh, il y en a plein qui n'étaient pas leur métier. Même ton papa a tourné avec un film avec Ophélie Winter. C'est vrai. À l'époque, j'étais jeune, je me souviens, il avait tourné un film. Il a même chanté en duo avec Doc Gynéco. Ouais. Donc, pourquoi pas? Après, ça se travaille. Hein. Comme tu dis, tu n'as pas le temps, mais ça se travaille, tout ça. Ouais, j'imagine pas que ce soit moi, non. Je pense vraiment à un acteur qui, évidemment, il faut qu'il y ait une ressemblance physique. Donc déjà, ça restreint. Mais je pense à un acteur français qui, moi, me paraîtrait très, très bien pour le faire, mais je dirais pas qui. Ok. Bon, bah donc, il y a possibilité, en tous les cas, qu'un jour... J'espère. Ça fait partie de mes projets de vie restants, ça. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu maintenant de l'âge. Ouais. Cette magnifique marque qui est de quelle année exactement? Alors, 1905 à 1953. Wow. Ouais, 48 ans. Donc 48 ans, c'est une marque que tu as rachetée? J'ai repris les droits de la marque, pour être précis, oui. Ouais, parce que j'ai vu que c'était pas marqué cofondateur sur le site, non, ça peut pas être mais c'était marqué refondateur. Voilà, j'avais jamais vu ce terme dans l'entrepreneuriat, mais refondateur. Donc une marque mythique aujourd'hui que tu as donc refondée. Alors j'ai pu voir ce qui est important, c'est que dans les investisseurs et un peu dans le groupement des personnes que tu as des noms exceptionnels. On a François-Henri Pinault, on a Henri Pinault, on a Xavier Niel. Tu as dit François-Henri et Henri. Il n'y a pas d'Henri. Oui, il y a François Pinault, François-Henri Pinault. Voilà. On a Xavier Niel, et puis d'autres que je ne connaissais pas, mais qui sont des investisseurs. Et on a aussi une personne de la famille Delage, je n'avais pas le nom, mais qui est aussi dans... Patrick Delage, qui est l'arrière-petit-fils du fondateur Louis Delage, et qui est dans les automobiles anciennes, et qui est une encyclopédie. C'est-à-dire, il a vraiment pris la suite de son arrière-grand-père, il connaît l'histoire de la marque par cœur, et c'est quelqu'un de top sur le plan humain que j'aime beaucoup. Et c'était une marque, c'était quoi l'ADN de cette marque à l'époque déjà? C'était le summum du luxe automobile. Il faut que je te raconte ce que les Français ont oublié, qu'on était les numéros 1 mondiaux du luxe automobile, la France. Dans les années 50, on est numéro 1 mondiaux. On a Delage, on a Bugatti, on a Delahaye, on a Hispano-Suiza, on a Talbot Lago. Toutes ces marques-là sont mythiques. Et on domine le marché du luxe automobile devant les Mercedes, Rolls-Royce, Bentley ou autres, Maserati. C'est les Français qui sont les numéros 1 mondiaux. Et puis comme on a une spécialité qui est d'élire des gens qui font n'importe quoi, on l'a fait une fois de plus. Et donc on a élu un gouvernement qui, face à la pénurie d'acier, a dit comme il n'y aura pas de l'acier pour tout le monde, on va mettre une grosse taxe sur les voitures de luxe pour que l'acier aille avant tout à Renault, Peugeot, Citroën. Et ils ont réussi puisqu'ils ont tué en une seule année tous les constructeurs que je viens de te citer. C'est un peu comme aujourd'hui avec les malus. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec les super malus. Mais exactement. Mais je te dis, on aime bien, on répète le cycle. Donc là, aujourd'hui, ils sont en train de tuer toute la filière automobile, pas seulement française, européenne, et de dérouler le tapis rouge aux marques chinoises. Mais ils sont contents. Ils se trouvent que c'est bien. Et c'est incroyable parce que nous, on le voit tous les jours dans le business automobile. On se dit pourquoi... On a parlé plusieurs fois dans plein d'interviews, mais pourquoi ne pas mettre... Ils veulent un malus, très bien, 2035, l'électrique, très bien. Allez, on va aller un peu dans leur sens, mais faites un malus annuel. On sait très bien que les possesseurs de Porsche, de grosses voitures, se lassent très vite. Vous mettez un malus annuel de 5, 10 000 balles, les gens vont payer, ça va leur coûter 20 000 sur 2 ans, ils vont changer de voiture, ils vont repayer. Et puis derrière, le business va tourner, on va créer de l'emploi parce qu'aujourd'hui... dans l'automobile, les concessionnaires ferment de plus en plus, les grosses marques s'en vont, on va créer de l'assurance, il y aura des taxes, on va créer des business comme Simplicicar, nous dans l'automobile, où voilà, on revend, donc on paye de la TVA sur marge, on a des employés, on a des salariés. C'est là où on se dit qu'il y a un vrai problème. Et en partant de ce principe-là, toi, tu t'es quand même dit, je vais revivre Delage avec pas une voiture classique, pas une supercar, mais là, on parle d'une hypercar. Tout à fait. Mais il y a deux sujets dans ta question. Il y a Delage et il y a l'évolution de l'automobile. Je ne suis quasiment pas touché par toutes ces questions sur l'automobile parce que je fabrique 5 voitures par an avec l'ambition de monter progressivement à 10, puis à 20, puis à 30, puis à 40. Mais on reste dans des nombres qui sont extrêmement faibles. Pagani ou Koenigsegg, c'est 50-60 voitures par an. Bugatti, c'est une centaine de voitures par an. C'est rien. Donc, on est dans un marché de niche, d'ultra niche, où
on est impacté uniquement par l'aspect réglementaire. Imagine demain, ils bannissent les moteurs thermiques, il n'y aura plus le choix, on devra faire des delages full électriques. Mais heureusement, ça ne se produira pas. On en parlera si tu veux. Mais ça, c'est une question, la niche de delage. Et puis, il y a la question, la première partie de ta question, qui est l'automobile au sens large et son évolution. Donc, moi, j'ai décidé de me mettre dans le créneau des hypercars en faisant quasiment abstraction de cette première partie parce que je suis sur une ultra niche. Voilà, je ne suis pas affecté par les décisions qui vont concerner les bonus, les malus, ce genre de choses-là. Mais si ça devait être l'inverse, si je m'étais mis sur un créneau généraliste, c'est extrêmement difficile d'être dans l'automobile aujourd'hui parce que ça change tout le temps. On est dans une période charnière là où toutes les cartes sont rebattues. On le voit avec les constructeurs chinois. Les constructeurs chinois, les Allemands qui se remettent au thermique et même au diesel parce que derrière ils se sont rendus compte que l'électrique ne se vendait pas. Oui, il y a un chamboulement complet de l'automobile en France et même en Europe. Et c'est dommage parce qu'il y avait quand même cette passion de rouler en belle voiture, il y avait cette reconnaissance. Oui, mais ça change pas. Ah bah nous on le sent parce que même ceux qui ont aujourd'hui de l'argent vont te dire bah oui mais je suis chef d'entreprise, avant je roulais en Porsche, aujourd'hui c'est mieux que je roule en Porsche mais électrique, en Taycan ou je vais rouler en Tesla parce que ça fait plus bobo, je suis dans l'air du temps. Et on le sent qu'il n'y a plus cette passion parce que même ceux qui sont entrepreneurs, ils ont travaillé pour gagner leur argent. Donc payer 70 000 euros de malus aujourd'hui pour avoir une Porsche 911 délire, bien sûr. Et avoir acheté une Porsche 911 4S qui revient à 250, 260 000 euros alors que c'était le prix d'une Turbo S il y a quelques années. Exactement. Bah oui, mais ça devient quand même compliqué et je pense que partant de ce principe-là, même ceux qui ont de l'argent, ça les embête. On va revenir à cette marque. T'en avais parlé à ton papa de ce projet de la Delage ou ça s'est fait après ? Non, puisque j'ai démarré le projet Hypercar en 2018, en fin 2018, pas encore avec la marque Delage. Et un an après, j'ai repris la marque Delage. C'était en octobre 2019. C'était même amusant puisque ceux qui étaient propriétaires de la marque m'ont donné le rendez-vous de signature le 7 octobre, qui est le jour de mon anniversaire. Et donc, je leur ai dit, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir pour mes 45 ans. À l'époque, j'avais 45 ans. Je m'offre la marque Delage, qui est quand même une marque iconique. Donc, j'étais très heureux qu'ils choisissent cette date-là. Donc voilà, depuis octobre 2019, j'ai la marque. Et mon père est mort, comme tu l'as rappelé, en début d'émission, le 3 octobre 2021. Donc, il a eu presque 2 ans le temps de voir le début de cette aventure. Et il t'a donné des conseils par rapport à ça ? Il y a des choses qui Toute ma vie, il m'a donné des conseils. Pas spécifiquement sur Delage, mais toute ma vie, il m'a donné des conseils. Et toute ma vie, je l'ai observé. C'est encore plus l'observation que les conseils. Je crois beaucoup dans l'exemplarité, tu vois. Ceux qui donnent des conseils, mais qui ne montrent pas l'exemple, je trouve que leurs paroles portent peu. Donc, moi, c'est l'exemple de le voir faire qui m'a beaucoup servi et beaucoup motivé. Je suis convaincu que je n'aurais pas été entrepreneur, probablement si mon père ne l'avait pas été. Encore que j'en sais rien, mais c'est sûr que ça joue. C'est vrai que tu l'appelais tout le temps Tapi ? Et papa, pas du tout. C'est ce qui est dit sur les mais réseaux. Non, c'est mon frère. C'est ton frère qui l'appelait Tapi ? D'abord, mon frère ne l'appelait pas Tapi, il l'appelait papa. Mais il a écrit un livre, et dans le livre, il parle de lui en disant Tapi. Ce que je ne comprends pas personnellement, oui. Mais bon. Voilà. Alors, tu vois, c'est en préparant cette émission qu'on voit, et je te donnerai où c'est marqué, Laurent Tapi appelait son père Tapi. Donc, tu vois, comme quoi oui, les choses... Le problème des réseaux, ils transforment. Ils disent des bêtises parfois. C'est ça. Mais tu vois, comme quoi il y a des bêtises qui sont dites, parce que moi j'ai lu ça hier, j'ai dit c'est bizarre. Non, c'est bien qu'on rectifie. Non, j'ai jamais appelé mon père Tapi, bien entendu. Ah oui, c'est quand même. Ok. Donc aujourd'hui, cette voiture, donc c'est la D12, son nom. On en est où ? Je sais que tu avais prévu d'en faire 30 au départ. Ça, c'était ta prévision. Il y a eu un peu de retard sur l'homologation. Alors, il faut savoir que c'est un véhicule qui fait plus de 1000 chevaux. Qui est hybride. Pas plus, 1000 chevaux. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, tu m'as dit que les tests n'avaient pas été encore finalisés, que toi, ton but, c'était qu'elle dépasse un petit peu 1000 chevaux. Non, elle fait 1000 chevaux. Il y a 150 chevaux électriques et 850 chevaux thermiques, donc 1000 chevaux. Tout rond. 1000 chevaux, tout rond. Et on ne peut pas vraiment dire qu'on est du retard, parce que quand même, globalement, on est à un stade du projet où, là, au sortir de l'été, si tout se passe comme prévu, je coche les 3 cases qui font de nous un vrai constructeur automobile. Ces 3 cases-là, ça correspond aux 3 questions que te posent tous les prospects qui sont intéressés par la voiture. Ils te posent les 3 mêmes questions. Ils te demandent, est-ce que ta voiture est homologuée ?
est-ce que tu as une usine en production que je peux venir voir? Et est-ce que tu as déjà livré un client? Voilà. Tant que tu n'as pas coché ces 3 cases-là, tu n'es pas vraiment considéré comme un constructeur. Tu es considéré comme une start-up. Quand tu coches ces 3 cases, ça y est, tu es un constructeur. Tu es entré en production, tu as ton usine, ta voiture est homologuée, tu es un constructeur. Bon, on en est à ce stade où on livre le premier client cet été, fin juillet, peut-être début août. L'usine est déjà en production, la manufacture à Manicourt. Il reste l'homologation pour cocher les 3 cases. On l'attend pour août, peut-être septembre. J'espère que ça ne va pas aller au-delà de ça. Ça devrait être dans ces eaux-là. Donc tu vas livrer le client sans que le véhicule soit homologué? Oui, parce que c'est un client américain qui se fiche de l'homologation européenne. Et en plus, c'est un collectionneur qui ne roule absolument pas. Il nous l'a dit, il y a un côté un peu triste là-dedans. D'ailleurs, il a une collection de voitures qui ont tous 0 miles. Et il est très fier que ces voitures aient 0 miles. Elles sont neuves. Il garde ces voitures neuves. C'est de la spéculation, du coup. C'est pas de la spéculation. Peut-être qu'il y a un côté spéculation, mais il y a un vrai côté passion. Mais lui, il voit les voitures comme d'autres voient des œuvres d'art ou des tableaux. Il aime les avoir toutes neuves chez lui. Voilà, de temps en temps, il met en route le moteur, mais il roule pas. Il veut pas leur mettre des kilomètres. Bon, donc lui, il m'a dit, moi, je suis pas en attente de l'homologation européenne. Vous me livrez dès que vous pouvez me livrer. C'est le premier qui a signé le bon de commande pour c'est le premier client. Et c'est le premier, qui va l'avoir. Alors j'ai vu que en termes de personnalisation, où je dirais vraiment le volant est fait à la taille du client, les pédales, tout est fait sur mesure dans ce véhicule-là. Tout l'intérieur est fait sur mesure. Ouais, c'est ça, c'est qu'il arrive, c'est la voiture. Du coup, au côté revente un jour, s'il y en a un qui la revend, il faut repasser du coup chez Delage pour la remettre à sa taille et pour refaire. Exact. Ça c'est bien parce que ça peut permettre aussi de savoir à qui va être vendu le véhicule. Mais c'est quoi l'idée de tout ça? C'est l'idée d'avoir un véhicule unique pour chaque D12. C'est l'inspiration du luxe où voilà, on est très. C'est l'inspiration de la F1. La F1. Ah, totalement. Okay. Cette voiture, je l'ai conçue pour être la F1 de route. C'est un peu la signature, la D12, la F1 de route. C'est la voiture pour la route, donc homologuée pour la route, elle va l'être, la plus proche jamais faite dans l'histoire d'une F1. Donc tu prends une F1 et tu mets des plaques d'immatriculation et tu seras proche d'une D12. Bon, alors attention, on n'est pas dans les performances d'une F1, c'est impossible, parce qu'il n'y a rien qui va plus vite qu'une F1. Mais pour quelque chose qui est homologué, on est vraiment ce qui s'en rapproche le plus. Et avec un côté extrême, c'est-à-dire que ce n'est pas la voiture, pour être honnête, avec laquelle on va acheter sa baguette de pain ou on va au restaurant avec madame, parce que si madame monte, il faut qu'elle soit à l'arrière, puisque c'est 2 places en tandem, ce n'est pas 2 places côte à côte. La place arrière est vraiment assez exiguë. Il faut mettre les jambes le long du siège avant. Donc, c'est une voiture plus faite pour aller vraiment s'amuser sur la piste et plus faite pour son propriétaire. Donc, il faut 10 minutes pour rentrer dedans. Non, pas du tout. Il faut une habitude. Non, il faut 20 secondes pour rentrer dedans, mais il faut prendre faut l'habitude. On rentre dedans comme on rentre dans une monoplace. Il n'y a pas de porte, il y a un cockpit qui s'ouvre, donc on l'enjambe, on rentre, on enlève le volant pour faciliter, on remet le volant. Quand on l'a fait 2-3 fois, ça se fait en moins de 10 secondes. Mais c'est une voiture qui a un côté extrême. Mais c'est ce qui plaît aux collectionneurs et c'est ce qui plaît aux vrais fous de la conduite. Moi, je m'adresse à la niche de la niche. C'est-à-dire 90% des acheteurs dans le métier du hypercar sont des gens qui achètent la voiture pour le statut. C'est typiquement la clientèle Bugatti. Ils achètent une Bugatti Chiron, demain une Bugatti Tourbillon, et ils vont la sortir 3-4 fois dans l'année pour aller au restaurant avec les amis et dire « c'est le patron ici, moi j'ai une Bugatti ». Voilà. Et donc la Bugatti, c'est une super Bentley en fait. Elle est confortable, elle est silencieuse. Si on appuie, il y a une puissance démentielle, mais ça reste une voiture tout à fait utilisable. Ça, c'est 90% des clients. Moi, je m'adresse au sein de cette niche, aux 10% qui ne sont pas ceux-là, qui sont les 2-3% qui sont les collectionneurs, qui veulent tout ce qui est exceptionnel, et les 7-8% qui sont les vrais pilotes, amateurs mais pilotes. La clientèle qui préfère acheter la Ferrari, qui est l'hypercar de Ferrari, en version FXK, non homologuée pour la route, parce qu'ils vont aller faire du circuit avec. C'est ce client-là que tu veux. Voilà. C'est-à-dire, eux, ils payent plus cher une voiture qu'ils ne peuvent pas mettre sur la route. Ils ne veulent pas juste la Ferrari, pas de la Ferrari FXK, tu vois. Ça, c'est ma clientèle. C'est la clientèle de la D12. C'est pour ça que j'ai annoncé qu'il n'y en aurait que 30, parce qu'il n'y a pas la profondeur de marché pour absorber plus que 30 voitures comme celle-là, surtout avec une marque qui redémarre. Combien de clients ont signé une D12 aujourd'hui ? Alors, je ne communique pas mes chiffres de vente, mais je vais dire qu'on approche gentiment du quart de la production annoncée qui est précommandée déjà.
Des noms connus, des VIP, des célébrités. Est-ce que tu peux Ouais. nous donner quelque chose Alors de précis, j'ai déjà 2 ventes en France. Un qui n'est pas connu du grand public et qui est un très beau collectionneur, qui a vraiment beaucoup de voitures. Il adore les voitures extrêmes. Et un qui est connu du grand public, qui est Tony Parker, le champion de basket. Incroyable. Alors, tu dis champion de basket, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est qu'aujourd'hui, Tony Parker a une grosse visibilité sur l'entrepreneuriat, puisqu'il a tourné, il était dans le jury de Qui veut être mon associé, Ouais. et qu'aujourd'hui, il devient un peu business angel sur des sociétés. Donc, on peut se dire que si un personnage de ce type-là, ancien sportif, un peu comme Matuidi, je ne sais pas si tu suis un petit peu, mais Blaise Matuidi à Miami, qui habite à Miami c'est d'ailleurs, pour ça que je le sais. Ouais. et qui lui est devenu aussi business angel, investi dans des entreprises. C'est marrant cette reconversion qu'ils ont aujourd'hui certains, et l'intelligence, parce qu'il faut avoir cette intelligence de se reconvertir et de comprendre que c'est dans les startups aujourd'hui qu'il y a de l'argent et qu'il faut investir. Mais je précise qu'il n'est pas investisseur. Hein. Non, il a acheté en temps. Il adore les bagnoles, il a adoré la voiture, il l'a vu au Salon de Paris, il l'a adoré en version Speedster, il est même monté dedans. Et il me l'a commandé exactement dans la configuration qu'il a vue au Salon de Paris, blanc perle, en version Speedster, et ça va être magnifique. J'ai hâte de la faire et de la livrer. Après, plus on va livrer de clients, plus on va être présent, plus la confiance va s'installer, et plus on aura de clients. C'est un cercle vertueux à créer. Et on te le souhaite, tu seras le futur Bugatti français. Mais globalement, franchement, je suis assez fier du parcours qu'on a fait, parce que si tu regardes bien, on est au stade où on devient donc vraiment constructeur. J'ai démarré le projet, je le disais, en fin 2018. Donc ça veut dire que ça fait 6 ans et demi que je suis sur le projet. Et en 6 ans et demi, on a fait ce qu'a fait Bugatti en 8 ans. Sans que j'ai les moyens de Volkswagen derrière moi. Hein. C'est-à-dire que Bugatti a été racheté, la marque a été rachetée par Volkswagen en 1998. Ils ont annoncé la Veyron en 2000, avec des premiers dessins en 2000. Ils ont présenté le concept car en 2001 avec sa fiche technique. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé première voiture à plus de 1000 chevaux, première voiture 1 million d'euros, première voiture à plus de 400 km/h. Et puis, ils ont livré le premier client en 2006. Donc, les cycles automobiles, c'est des cycles longs. Quand tu parles d'une feuille blanche, oui. Même avec les moyens de Volkswagen, qui a mis des centaines de millions pour faire l'Aveyron, on est passé de l'annonce en 98 du rachat de la marque au premier client livré en 8 ans. Bon, moi, j'ai fait ça en 6 ans et demi, avec une année de Covid dans les 6 ans et demi, où on a été quand même, tout le monde a été au ralenti. Hein. Donc, c'est pas mal. Et puis, dans l'intervalle, on a quand même fait pole position 24 heures du Mans. C'est ça. En catégorie LMP2. Bon, pour une marque qui revit, c'était franchement... j'aurais signé tout de suite, il y a 6 ans et demi, si on m'avait dit qu'on faisait tout ça en 6 ans et demi. Donc voilà, je suis content du parcours qu'on a jusqu'à maintenant. Maintenant, très modestement, c'est pas encore gagné. Hein. C'est très, très difficile de faire renaître un constructeur. On est à l'équilibre financier depuis 3 ans, et c'est déjà très bien. C'est-à-dire que rien que sur les acomptes clients, on arrive à être rentable, mais on n'est pas encore profitable. Hein. On est juste à l'équilibre. Ça va être donc rapide, ça. il y a encore il y a encore beaucoup de travail. Et je suis très excité parce que déjà, on est dans cette phase qui est excitante, celle où on devient vraiment constructeur. Et puis là, on a lancé l'étude de la deuxième voiture. On commence à travailler sur le deuxième modèle, très différent de la D12. On va y reparler, mais juste avant, j'ai une question, parce qu'on est sur une émission entrepreneuriale. Comment, Laurent Tapie, tu te réveilles un matin et tu dis « Je vais aller voir la famille Pinault, je vais aller voir Xavier Niel, je vais aller leur expliquer que je vais aller titiller, même si, comme tu viens de l'expliquer, on n'est pas du tout dans la même stratégie, Bugatti, les Ferrari. Comment on arrive, on fait un rendez-vous, comment ça se passe? Ça, c'est pour les personnes qui ont des ambitions et qui se disent peut-être je vais rester chez moi, et qu'au final, des projets restent dans des tiroirs, alors on sait que tu as la flamme Tapie en toi qui a fait que tu as pu y aller. Mais j'aimerais vraiment savoir comment tu te dis à un moment donné, je fais le pas de le faire, j'y vais. Et puis, comme tu dis, ce résultat magnifique en quelques années où la voiture sort et les commandes arrivent et la livraison, la première va arriver. Je pense que ça sera plein d'émotions. Mais comment on arrive à faire ça? Avant même comment on arrive à aller voir un Pinault ou un Niel, c'est avant comment on se décide de se lancer. C'est plus ça encore. Mais tu étais entrepreneur avant, donc ça encore, tu étais déjà lancé dans l'entrepreneuriat, tu avais déjà fait tes premières... C'est spécial de décider de refaire un constructeur automobile, c'est beaucoup plus fou que ce que j'ai fait avant quand même. Parce que avant, c'était assez rationnel. J'ai fait un site de paris sportif en anticipant que la France serait obligée d'ouvrir son marché du jeu, parce que c'était illégal de maintenir le monopole de la Française des Jeux. Donc j'avais dit à mes investisseurs, dans les 3 ans qui viennent, 5 maximum, ils seront obligés d'ouvrir. Si on est en place, qu'on a nos licences, nos clients, notre boîte qui tourne, on se fera racheter le lendemain. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
sur le rachat de crédit, j'ai vu, en ayant découvert avec le site bernardtapie.com qu'on offrait du rachat de crédit, que c'était le truc qui marchait super fort, que toutes les boîtes étaient sinistrées parce qu'il y avait eu la crise des subprimes en 2008. Donc, il fallait un peu recapitaliser des boîtes et en réunir, parce que plus t'es gros, mieux tu négocies auprès des banques, qui sont tes vrais clients, au final. Donc, c'était pas, je veux dire, c'était de la réflexion, c'était du travail, mais c'était presque du A plus B égale C, tu vois. Là, c'est autre chose. De dire, je prends une marque qui est morte depuis 70 ans et je refais un constructeur automobile, là, c'est beaucoup plus fou que ce que j'ai fait avant. Mais en fait, j'ai franchi le pas parce que quand j'ai fait mon analyse de marché, je me suis rendu compte que ce sont des boîtes avec très peu de coûts fixes en réalité. Tes coûts sont quasiment que variables. Donc, ça veut dire que si tu ne vends pas les premières années, tu n'as pas tant d'argent que ça à couvrir. Si tu regardes bien, tu n'as pas de frais marketing, par exemple. Alors que le marketing, c'est toujours un poste de coût énorme. Imagine les frais marketing d'un Renault, c'est énorme. Mais il n'y a pas de frais marketing chez Bugatti. Est-ce que tu as déjà vu une pub Bugatti? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de publicité Bugatti. Donc, en fait, les frais marketing, c'est quoi? C'est simplement de déplacer les voitures, d'être présente à la Villa d'Este, à Pebble Beach aux États-Unis. Tu as quelques spots comme ça qui sont des endroits où tu sais que les clients très riches viennent et il faut exposer les voitures. Et puis, il faut faire quelques vidéos, il faut un site internet, il faut avoir son compte Instagram, tout ça. Mais tout ça, ça ne coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher. Quand tu rapportes au prix d'une voiture, le marketing. Tu peux nous redonner le prix, c'est 2 millions d'euros hors taxe, c'est ça C'est ça. La D12. Et je suis dans les moins chers. T'as 2 millions hors taxe. Voilà, sur le là, créneau c'est le côté hypercar. tapis, je suis le moins cher. On parle de 2 millions Bien d'euros. sûr, oui, mais c'est un prix, c'est dingue de s'exprimer comme ça, mais c'est un prix entrée de gamme dans le milieu des hypercars. Ah oui. La tourbillon est à plus de 3 millions. C'est quand même plus de 50% de plus, tu vois. Donc voilà, Marc qui renaît, j'ai dit je vais pas me mettre tout de suite au niveau de prix de Bugatti quand même. Donc 2 millions, c'est un prix quasiment d'appel dans le milieu des hypercars. Et quand je parle à des collectionneurs de voitures, des gens qui ont des fortunes immenses et qui ont, pour certains, 100, 200 millions d'euros de voitures, Oui. ils disent « Oh, ça va, 2 millions, ça va. » Oui, bien sûr. vois oui, Voilà. Mais comment tu arrives à dire la D12, c'est à quel moment que tu dis c'est 2 millions d'euros? C'est tes calculs, c'est le fait qu'elle soit produite à très peu d'exemplaires. Ouais. C'est surtout ça, parce que du coup... C'est l'étude de marché. Je regarde où se situe... je me mets dans le créneau hypercar. Donc, dans les hypercars, les prix, ça commence à 2 millions maintenant. Sinon, tu n'es pas une hypercar si tu ne commences pas à 2 millions, que ce soit les Pagani, les Koenigsegg, les Bugatti ou les autres. J'ai préféré être dans la branche basse parce qu'on redémarre et que malgré tout... il y a certaines personnes pour qui 2 millions, c'est plus facile que 3 millions quand même, tu vois. Donc je l'ai déterminé comme ça, le prix. Et pourquoi on parle toujours de hors-taxe? Parce que souvent, dans les hypercars, souvent, la Bugatti, c'était 1 million hors taxe. Là, pourquoi on parle d'hors-taxe? Parce que quand tu es à ces niveaux de prix-là, la très grande majorité des achats, c'est pas des particuliers, c'est ils le font à travers des boîtes. Ok. Voilà. Et souvent, mais ils récupèrent pas la TVA. Ah si, parce que s'ils ont une flotte d'entreprises qui est dans leur collection et qu'ils arrivent à faire un business autour ou quoi que ce soit, enfin, c'est compliqué. D'abord, la plupart ne sont pas achetées, même quand elles sont vendues à des Français, la plupart ne sont pas achetées à une entité française. C'est ça. C'est-à-dire que souvent... C'est des holdings étrangères. Exactement. Non, le côté hors taxe, c'est important. Bon. T'as pas répondu à ma question. Alors, comment on se décide à aller voir un Niel ou un Pinot? Quand on a démarré le business, on va aller voir avec quelque chose de solide. C'est-à-dire que je ne suis pas allé les voir en jour 1 avec une feuille blanche. De la même manière que je ne suis pas allé voir les gens qui avaient la marque de l'âge, l'association Les Amis de l'âge, avec une feuille blanche. Parce que là, je pense que je n'aurais pas réussi. Donc, j'ai pris sur moi de dire, j'ai fait mon business plan, mon analyse de marché, j'ai dit, je pense que je peux y arriver. Il va falloir que je mette mon argent pendant les 2 premières années pour que j'arrive au moins au stade où j'ai le chocard et peut-être déjà un accord de distribution important, voilà, des billes, tu vois. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à investir en fin 2018, l'argent que j'avais gagné avant. Et en début 2020, j'étais au stade où j'avais fait la première mondiale du véhicule, en chocard, pas véhicule roulant, mais en concept car. Je l'avais fait en Californie et ça s'était super bien passé. J'avais une lettre de mon distributeur qui me disait qu'ils avaient 5 clients pour la voiture, dès lors que la voiture serait une vraie voiture, bien sûr. Mais quand même, quand tu as le deuxième plus gros vendeur de voitures de luxe de Californie qui t'écrit tout le monde a adoré la voiture et il y a 5 acheteurs potentiels vraiment très intéressés,
Ça, plus Ça le motive. concept car, j'avais déjà suffisamment de billes pour commencer là à lever des fonds. Déjà, j'avais convaincu les propriétaires de la marque de me la confier, puisqu'on l'a présenté sous la marque de l'âge déjà. Et à partir de là, j'ai pu convaincre plusieurs investisseurs, Ok. des célèbres, des moins célèbres. Et c'est avec cet argent, c'était la première levée de fonds, on a fait avec cet argent-là le prototype. À partir du moment où j'ai eu le prototype, j'ai eu des commandes, parce que ça y est, tu as une voiture qui roule, donc là, les gens te prennent au sérieux. Et puis à partir du moment où j'ai eu des premières commandes, j'ai pu relever de l'argent à une valo 3 fois supérieure à la première valo en 2 ans. Et Donc ça veut dire les premiers investisseurs ont fait déjà x3 de leur investissement. s'ils sortaient maintenant, ils feraient x3, ouais. C'est beau. Je vais même te dire, non, s'ils sortaient maintenant, les premiers, ils feraient plus que x3, parce que ça, c'était... j'ai fait ma première levée en 2020, à cheval entre 2020 et 2021. Deuxième levée à cheval entre 2023 et début 2024. Et là, je prépare la troisième. Et la troisième, on est encore à quasiment le double de la valo de celle d'avant. Donc ceux qui sont entre début sont à peu près à x6. Et ça serait dommage de sortir maintenant, juste avant les livraisons. Il n'y a personne qui veut sortir. C'est logique. Bah ouais. Dans le business, tu sors pas quand tout Exactement. arrive. Et puis on est très très loin de valoir ce qu'on peut valoir à terme. La valo de Pagani, aujourd'hui, c'est 1,650 milliard d'euros. Et celle de Bugatti, quand ils ont fait le deal de fusion avec Rimac, la valo retenue pour Bugatti, c'était 6 milliards. Pour combien de voitures livrées par an? 100. 100 pour Une Bugatti. centaine. Ok. Et Pagani, à l'époque où ils sont valorisés à 1,650 milliard, ils faisaient à ce moment-là 40 voitures par an. Ouais. Donc on est vraiment sur un métier de niche, mais qui reste rentable dans le temps. Et je pense que de toute façon, quand Laurent Tapie rentre dans un business, c'est pas juste pour faire revivre de l'âge, parce que c'est important, mais c'est pour aussi rentabiliser ce projet-là. Oui, puis... sauf que je t'annonce tout de suite que moi, je ne vendrai jamais mes parts. Ok, fais attention, c'est enregistré. Hein. Ah ben, je peux te le dire. Bon, après, c'est vrai qu'il ne faut jamais dire jamais. Tu peux avoir des changements dans la vie et tout, mais je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Les minoritaires sortiront à un moment. Et la logique, ça serait soit qu'ils sortent si on fait l'introduction en bourse à terme, soit si on fait entrer un constructeur. Moi, je pense que ce serait ça la logique. Qu'on ait un constructeur qui dise tiens, là, il y a un créneau hypercar auquel je n'ai pas accès avec mon portefeuille de marque. Je peux l'avoir grâce à de l'âge. On va passer à une autre dimension. On va peut-être même descendre en gamme, faire des voitures sous 1 million, mais on aura la marque qu'il faut. Ça me semblerait la logique. C'est pas maintenant, c'est dans 4 ans, 5 ans, peut-être même plus. Mais moi, j'ai jamais envie de sortir. C'est la première fois de ma vie où je suis dans ma passion. C'est-à-dire que non seulement j'entreprends ce que j'adore, j'ai toujours adoré entreprendre, mais là, en plus, j'entreprends sur un sujet qui est ma passion. Il n'y a que si j'avais un club de foot que ça pourrait être pareil, tu vois. Puisque mes deux passions, je suis très basique, hein, c'est le foot et les bagnoles. Donc là, c'est un plaisir, mais total. Alors, j'ai aussi tous les emmerdes de l'entrepreneuriat que connaît n'importe quel entrepreneur. On est tous un peu des masos quand même, les entrepreneurs. Oui, et c'est surtout important d'être entrepreneur dans ce pays. Hein. Quand même, il faut être honnête. C'est le dernier pays où tu veux entreprendre. Le dernier. Mais bon, on est né là, c'est notre langue, c'est notre culture. On a cette fibre en nous, tu l'as toi aussi. Eh ben, on l'a fait. Mais si tu prends un peu de recul, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas entreprendre là, quoi? Mais c'est vrai qu'on se le dit, et puis aujourd'hui, on le voit dans l'activité entrepreneuriale de tous les jours. Moi, j'ai des franchisés, c'est pareil, mais on se dit comment ils arrivent à se dire, je veux entreprendre en France avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, tout ce qu'on a subi, les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont fait beaucoup, beaucoup de mal au pays. Et derrière, on a un gouvernement qui n'est pas là pour se dire, bon, allez, ils ont souffert un petit peu, nos concitoyens, nos citoyens, et puis à un moment donné, il va falloir qu'on les aide un petit peu et qu'on leur donne un peu de force. Non, c'est taxe sur taxe, c'est contrôle sur contrôle, voilà, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, alors que ça serait le plus beau pays au monde. Absolument. Si on arrivait justement à nous aider dans l'entrepreneuriat. Il faut être réaliste. Les politiques reflètent le peuple. Il ne peut pas y avoir un décalage sur du long terme entre ta classe politique et ton peuple. Si ta classe politique est décalée par rapport aux aspirations profondes de ton peuple, elle est dégagée. On est dans une démocratie. Les gens n'arrivent pas là par hasard. Macron, il n'est pas arrivé là, tu vois, suspendu à un fil, un mec l'a descendu. Il a été élu par le peuple français. Le peuple français n'est pas un peuple qui aime les entrepreneurs. Voilà, c'est comme ça. Il faut bien se rappeler quand même le leitmotiv qu'on te répète à longueur de ta vie, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais un pays dont la phrase qui ressort, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, mais c'est l'enfer. Et c'est malheureusement la vérité. C'est la vérité.
Tu parlais des belles bagnoles, etc. Mais moi, combien de fois j'ai retrouvé ma bagnole parce que j'en ai eu des belles bagnoles, j'adore ça. Mais combien de fois j'ai retrouvé avec le coup de clé, le crachat, le truc. Ça, mais j'ai vécu aux États-Unis, ça n'arrive jamais, jamais aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai passé mon temps à voir des mecs qui me faisaient Hey, congrats, nice car. T'as des pouces levés. Voilà. Ils aiment voir la réussite des autres, elles les inspirent, elles les encouragent, ils te félicitent. Mais ici, mais pas du tout. C'est ça le drame de ce Et pays. j'en ai parlé 100 fois parce que moi aussi, je suis admiratif. Je vais souvent. Alors, tu as vécu de mémoire, si je dis pas de bêtises, à Miami. Ouais. Donc, moi, j'adore cette ville et Plus j'adore belle aller ville à du Miami. Pour moi, c'est le rêve absolu. Et mon but, c'est d'y retourner. Voilà. Alors, par contre, il faut beaucoup d'argent pour y retourner parce C'est que vrai. la vie coûte très, très Ça cher. coûte très cher. Mais moi aussi, ça serait un de mes rêves un jour d'y habiter et avec ma famille parce qu'on adore cette ville. On ira ensemble. Avec plaisir. Et c'est incroyable. C'est ce que je dis souvent. On me dit, mais qu'est-ce que t'aimes? Bah, tout simplement, tu vas acheter ton café le matin. Les mecs te disent bonjour. C'est simple, hein, Ah, ouais. avec un grand sourire. Bien sûr. Les voitures, on te fait des pouces. T'as des Ferrari, des Rolls, partout. Il n'y a pas de. Voilà, tu parles avec des personnes et tu te rends compte que le mec, il pèse 200 millions. T'as parlé avec lui à la piscine. Tes enfants, ils ont joué avec les siens. Et le mec, il te parle comme si tu l'as toujours connu. Le mec, il pèse 200 millions de dollars. C'est des choses où il se cache pas, où on discute. Et c'est ça qui manque. Malheureusement à la France, parce qu'on a plein de startups, on a plein de personnes qui apportent énormément au pays, qui énorment de la richesse. On parlait tout à l'heure de la famille Pinault, mais il y en a plein d'autres. On voit aujourd'hui, il y a Niel aussi, évidemment. Niel, tu sais que c'est le plus grand business angel au monde. Ouais, donc il a plus de 1000 participations, le gars. T'imagines? Le nombre d'entrepreneurs qu'il a aidés, c'est exceptionnel. Donc c'est incroyable. Mais on se dit ça, et puis c'est marrant que tu me dis ça, je fais un petit clin d'œil. On a tourné une vidéo avec Akram, parce qu'Akram est ambassadeur pour Simplicicar. On est en Turbo S, et là ça va te parler. On roule tranquillement, on fait notre tournage vidéo, on présente la voiture. Et t'as un espèce de mec qui passe en Golf. On est cabriolet, on est décapoté. Et qui met les lave-glaces en passant à côté de nous. Et tu vois Akram qui attrape une Fury, qui met un coup d'accélération. Bon, bref, la vidéo est sur YouTube. Et il est en run parce qu'il se dit, mais je comprends pas, on est en train de tourner tranquillement, on a une Porsche, et le mec a j'ai eu une histoire comme ça un jour. Ah bah, tu viens de la raconter, mais c'est fou, c'est pour te dire comment les gens sont jaloux, comment les gens sont envieux, mais sois content de la réussite. Et comme tu le disais tout à l'heure, et cette ambition d'être comme lui, et cette ambition d'avoir cette voiture, et cette ambition un jour de te dire, je veux une Delage, parce que c'est une voiture à 2 millions. Bah, 2 millions, c'est beaucoup d'argent et on peut le comprendre pour certains ménages. Et c'est énorme. Il y en a toute leur vie, ils les auront pas. Mais l'ambition, c'est de se dire un jour, je veux arriver à pouvoir me dire que je peux m'en payer une. C'est ça l'ambition d'un entrepreneur, c'est d'aller chercher toujours le haut du podium. C'est pas se dire, je veux une Breitling, c'est très bien pour commencer. Non, Richard Mille, Patek Philippe, Jacobenko. Là, on va aller un petit peu dans les plus grosses marques et c'est l'ambition qu'il faut avoir. On est en train de lancer d'ailleurs notre filiale horlogère. Ah, magnifique. Atelier de l'âge horlogerie. Magnifique. Bah, tu vois, passion automobile, passion du foot et passion horlogère, je le sens. Très sincèrement, j'ai aucune passion pour les montres. C'est vrai? Regarde, j'en ai pas. Ah, ça veut rien dire. C'est encore la crainte en France de se faire couper le bras d'avoir une montre. Ah non, moi j'ai pas de crainte de rien, moi. Franchement, c'est pas par crainte. C'est que j'ai pas de passion. J'en ai quelques-unes. Mais je m'en fous un peu. Je n'ai pas le cœur qui bat et qui s'accélère quand je vois une belle montre. Ça me laisse froid. Alors que quand je vois une belle bagnole, je peux rester comme un débile 25 minutes autour, me mettre à plat ventre pour la regarder même par en dessous, dans tous les sens. Tu vois. C'est vraiment les bagnoles, mon truc. Ouais. Ok. Et donc vous avez lancé Delage horlogerie. Ouais, on est en train de faire une filiale de Delage horlogerie. Ouais. En JV avec une boîte suisse. Qui est très très forte sur les mécanismes complexes et avec quelques gars qui viennent vraiment du milieu, notamment de un des plus grands horlogers au monde. On récupère 2 personnes, un du marketing, un de la finance. Voilà, on est en train de faire une belle équipe. Tu sais que c'est la clé de tout. Hein. La clé de la réussite, c'est l'équipe que tu constitues. Hein. Exactement. Tu vas nous donner ta petite anecdote du coup? Ah oui, l'anecdote, tu parlais de la Turbo S, mais je suis tellement pas surpris. Moi, un jour, je vais faire une journée circuit. Puisque j'ai toujours fait du circuit, j'adore ça. Et ma voiture préférée de tout ce que j'ai eu, c'était la F430 Scuderia. Après, la F458 Special est fabuleuse aussi. Mais la F430 Scuderia, c'est la première dont j'ai été fou, vraiment fou de cette voiture. Et comme je vais faire du circuit, je ne vais pas avoir le temps de déjeuner. Je mets ma voiture en double fil. Et je vais dans un sushi shop et je m'achète des sushis, des trucs, et je me dis, je les laisse dans la voiture, et puis sur le circuit, je les mangerai un moment. Et je sors du sushi shop, j'ai un sac dans chaque main, et je vois un vélo qui passe, et au moment où il passe, il fait un geste bizarre.
Un truc pas normal. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait, lui, quand il est passé près de la voiture? Et là, j'arrive et je vois un molar, mais comme ça, sur ma vitre. Mais un truc, j'ai jamais vu un truc pareil. Dégoulinant, dégueulasse sur ma vitre. Et ça s'est très mal passé. Tu vois, c'est-à-dire que là, le type ne voyait pas que j'étais proche de la voiture. Il est passé avec son vélo. Là, j'ai posé les 2 sacs. J'ai piqué un sprint comme j'ai jamais piqué. Et le type s'est arrêté au feu plus loin. Il a fallu qu'il nettoie son truc. Voilà. Ah voilà, ça c'est fini comme ça. Ah oui, ça c'est fini. Il a bien nettoyé. Et il a bien nettoyé. Il a bien nettoyé la vitre. On n'énerve jamais un tapis. Il y a des trucs, tu vois, que tu peux pas supporter, quoi. Non, mais je comprends. C'est des choses et on n'arrive pas à comprendre quelle est l'idée quand le mec il fait ça sur une voiture. Et moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que je vois une Ferrari, je vais plutôt m'arrêter, regarder, voir un peu cet ADN qu'on a d'une Ferrari, la beauté, voilà, les courbes de la voiture, le moteur qu'on va avoir à l'arrière. C'est ça qui va m'intéresser. Bien sûr. Mais bon, après, encore une fois, malheureusement, le monde est fait ainsi. Je reviens sur un sujet, parce qu'on est dans le sujet des voitures. Ouais. Tu me dis si c'est vrai ou pas. Ton père a possédé une Testarossa. Non, faux. Une Countach. Faux. Une XJ220 Jaguar. Faux. Une 600 SEL Mercedes. Pas une 600 SL, il avait la 60 AMG. Et une La Rolls-Royce S60. Silver Spirit. Plusieurs Rolls-Royce. Bah, tu vois, c'est pourtant ce qui est indiqué en préparant cette émission. Alors, je veux dire, le palmarès automobile de mon père, il a commencé, la première belle voiture qu'il a eue, c'était une Ferrari Lusso, dans les années 70, jaune. Il arrivait à son bureau en faisant vombrir le moteur, ce qui exaspérait ma mère, qui n'était pas encore sa femme. Elle le trouvait frimeur, elle aimait pas sa Ferrari, elle trouvait que c'était trop voyant. Elle aimait beaucoup plus les voitures un peu plus discrètes. Après la Ferrari, il a eu 2 Lamborghini Miura. Ok, donc c'est pas des Countach, c'était des Miura qui sont les 2 voitures qu'il a préférées de sa vie. Il a d'abord eu une Miura S, puis une Miura SV. Quel dommage qu'il n'ait pas gardé. Parce que aussi bien sur la beauté que la valeur de la voiture, ça aurait été bien qu'il la garde. Après la Miura SV, il est passé à Porsche. Et après, il a tout le temps été porschiste. Oui, dans la série, il a beaucoup de Porsche, 911. Et que turbo. Donc okay. Après la SV, il est passé à la 911 turbo. Et il a eu après des 911 turbo jusqu'à ce qu'il ait à peu près 60 ans. Et après, il est passé à Mercedes. Aux grosses Mercedes coupées AMG, tu vois, avec beaucoup de puissance, mais qui sont super confortables. Et ça, il adorait ça. Après, toi, tu montais avec lui en voiture dans ces voitures-là? Bah, bien sûr. Mais moi, j'ai des souvenirs petits. J'étais à l'arrière de la 911 turbo et il conduisait comme un malade, mais un truc de fou. Hein. Il conduisait comme un malade et moi, j'avais une confiance totale. Donc, je voulais qu'il aille plus vite. Je l'encourageais à aller plus vite. Il a eu une Porsche 959, fabuleuse voiture que je briquais moi-même tous les week-ends. Tous les week-ends, je la nettoyais. Je connais encore chacune de ses courbes par cœur. On a quand même pris 320 compteurs sur l'autoroute en 1989 pour aller voir un match Auxerre-Marseille. On est allé à Auxerre avec la 959. À 320 sur l'autoroute. En 1989, c'était pas banal, tu vois. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Pas de flash. Non. Et ça commençait. Hein. Ça commençait, mais non, on a eu de la chance à ce niveau-là. Et ouais, il adorait ça. Mais sur la fin de sa vie, voilà, il voulait des voitures un peu plus confortables. Donc il a laissé les Porsche pour les Mercedes. Et comment ça se passait quand il se faisait contrôler? Parce que tout le temps... Ce qui était hallucinant, il baissait sa fenêtre et on le laissait repartir. Voilà, c'est Bernard Tapie. Les mecs disaient, bon, allez, c'est pas la peine. Avec les connexions qu'il a, lui, il disait, bon, allez-y. Mais c'est incroyable. Donc tout ça, et il n'y a pas une anecdote en particulier sur les voitures avec ton père que tu peux nous raconter? Il n'y en a pas une qui sort du lot où tu dirais... Si, il y en a 200. Il y en a une qui est marrante, c'est qu'il avait, à un moment, il avait eu la Safran biturbo, Renault Safran biturbo, qui était faite en très peu d'exemplaires. Je crois qu'il y a eu 900 voitures, un truc comme ça. Super, super bagnole. Belle gueule, un biturbo qui marchait fort, enfin, super voiture française. Et il a l'airbag qui a explosé en conduite. Wow. Il conduisait encore à une vitesse répréhensible par la loi, et l'airbag lui a explosé à la figure. Donc, quand même extrêmement dangereux. Il a fait venir un huissier, il lui a fait constater qu'il n'y avait aucun coup sur la voiture, rien, que l'airbag était sorti. Il a appelé le top level de Renault. Il leur a dit, voilà ce qui m'est arrivé. Est-ce que je raconte ça au journal de 20h ou est-ce que vous me remplacez cette voiture par la même neuve? Il n'était pas gourmand. Non,
Pas gourmand. Et ils ont dit, mais le problème, c'est qu'on ne peut plus vous donner de neuf parce que le modèle est épuisé, il a été vendu, on n'en a plus. Il dit, mais vous gardez bien un modèle de chaque exemplaire. Ah oui, mais c'est celle du musée Renault, ça. Il dit, bah, c'est plus celle du musée Renault, c'est la mienne. Il a récupéré. Il a récupéré et il a donné la sienne. Donc le musée Renault a pris sa voiture et lui, il a récupéré la dernière, 0 km qu'il y avait au sein du musée Renault pour lui. Donc pour ceux qui vont au musée Renault, ça sera celle de Bernard Tapie. Exactement. Qui est exposée. On va parler un peu foot. Ah, avec plaisir. Du coup, il y a 15 jours de ça. Tu veux vraiment me parler de ça? J'ai pas le choix, t'en as parlé dans la presse. Tu veux remuer le couteau dans la plaie? Bah, le couteau, il est là. C'est pour... Alors, je sais, on a vu qu'en presse, t'avais dit que toi, t'étais derrière l'Inter. Bien sûr. Bon, bah 5-0, ça fait quand même mal. J'ai invraisemblable. 2 questions à te poser. La première, toujours par rapport à ton papa. Qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce qu'il aurait dit ce samedi soir où Paris a gagné 5-0? Oh, il aurait même dit avant, il faut supporter le PSG, c'est bien que ce soit un club français, nanana, il aurait dit tout ça. Mais c'est pas ce qu'il pensait. Un vrai supporter de l'OM, tu peux tourner le truc comme tu veux, il n'est pas pour que PSG soit champion d'Europe. Et c'est vrai dans l'autre sens. Donc, je me suis fait tomber dessus par plein de mecs. Comment tu peux dire ça, un club français? Mais va demander à un mec du COP Boulogne si quand Marseille est en finale de Ligue des Champions, ils veulent que ce soit Marseille champion d'Europe. Mais c'est comme ça, c'est 2 clubs rivaux, ennemis, qui aiment se détester. Et ça va pas plus loin que ça non plus. C'est ce que j'ai fait après. J'ai fait un petit message sur mon LinkedIn, puisque moi je suis pas sur les réseaux. Hein. J'ai pas de Twitter, j'ai pas d'Instagram, j'ai rien de tout ça. Comme tout entrepreneur, t'as LinkedIn. Voilà, donc mon seul réseau social c'est LinkedIn et donc j'ai publié un petit truc où j'ai fait un message pour féliciter parce que très honnêtement, je sais, tu m'as envoyé. Je dois le reconnaître. Il était très bien fait ce message. Voilà, les gens m'ont dit qu'il était super mon message, bon bah tant mieux. J'ai dit la vérité, ce que je pensais, que PSG, il faut le reconnaître, a une très belle équipe, sympathique à voir jouer, bel état d'esprit, a mérité le titre, on le voit sur l'année, hein, sur le parcours. À un moment, à 2-0 pour Manchester City, en bon Marseillais, je me suis dit, c'est bon, ils vont toujours pas l'avoir cette année. Et puis, on était à 2-0, 60e minute quand même au parc, hein, ils étaient foutus. Et là, les mecs, ils ont mis 4 buts en moins de 30 minutes, ils ont renversé la table. Et ça a été le déclencheur, toujours le déclencheur. Et derrière, ils étaient inarrêtables. Et il faut reconnaître qu'ils ont fait un parcours magnifique. Et voilà, ça me coûte de le dire, mais c'est comme ça. Mais c'est ce que je mets dans mon message, je dis à la fin, les supporters marseillais, les supporters parisiens aiment se détester. Mais je vais te dire, un supporter marseillais comme moi préfère tomber sur un supporter de PSG quitte à se charrier, à être de mauvaise foi, mais à parler foot, que sur un mec qui va dire « moi j'aime pas le football, parlons d'autre chose ». Ah oui, non, ça, il n'y a pas pire. Bon, voilà. Basile Boli était pour Paris juste avant le match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais il a fait comme tous ceux qui font du politiquement correct, comme le faisait mon père, comme le fait lui, comme le fait les autres. Je te dis qu'un vrai supporter marseillais n'était pas pour Paris. La différence, c'est que moi, je dis les choses. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la polémique, qui tourne sur les réseaux, fake, pas fake, comme quoi le match aurait été acheté, que 5-0 c'est trop, qu'ils étaient malades la veille, il y a tellement de choses. J'y crois pas. C'est méchant de dire ça, parce qu'en fait... ça, c'est nul. On voit quand même que Paris est au-dessus de l'Inter au moment de la finale. Non, mais il faut reconnaître que l'Inter était méconnaissable. Ah oui. Moi, j'ai vu leur parcours. Tu vois la demi-finale contre le Barça, les 2 matchs, c'est une double confrontation parmi les plus belles que j'ai jamais vues. Ah, c'était une première finale pour moi. Hein. Quand on a vu ça, c'était incroyable. Ils n'ont pas touché une balle. Ils n'étaient pas dans le match du tout. Mais je crois pas du tout que le match ait été acheté, qu'il y ait une corruption, quoi, parce que ça marche pas sur une finale. Les gens savent pas comment sont faits les sportifs. Ils comprennent pas comment. D'abord, ils sont tous blindés, d'accord. Donc c'est plus sur l'argent que tu leur fais la. Attention, Dembélé avec ses Rolex et ses Patek Philippe, ça l'a motivé un petit peu quand même. Les joueurs de l'Inter, ils ont tous maintenant le foot brasse tellement d'argent. Les joueurs de l'Inter, ils sont blindés, ils sont pas. Tu ne remplaces pas pour un joueur comme ça, qui, depuis qu'il est enfant, rêve de gagner des trophées, la perspective d'être champion d'Europe contre un chèque. C'est pas des joueurs de Valenciennes. Voilà. Voilà, mais comme tu le dis, voilà. Le mec, il est à Valenciennes, dans une équipe de crevards où il sait qu'il va descendre en D2, on lui propose un truc. Bon, bah, lui, il peut céder. Mais le joueur qui est en finale de Ligue des Champions, il veut la gagner. Il veut la gagner. Ok. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'OM? Quel est alors
beaucoup ont critiqué les Marseillais en disant mais c'est pas Paris, c'est le Qatar Saint-Germain, ça a été Et racheté. ça, c'est la vérité, ça, excuse-moi. C'est la vérité, mais aujourd'hui, on entend que Marseille, il y a des possibilités aussi, que des pays étrangers Mais s'intéressent à ça l'OM. fait 10 ans qu'ils le disent. Oui, ça mais se le passe jour où ça jamais. se passe. Ça se passe jamais. Et ça se passera pas. T'es Et sûr ça de se toi? passera pas. Mais oui, je suis sûr de moi, ça se passera Mais pas. le jour où ça se passe, si ça se passe. Eh ben, tant mieux pour Marseille. Mais je vais te dire, attends, moi, je reproche rien aux Qataris. Les Qataris, c'est Sarkozy qui leur fait la proposition, en bon supporter du PSG. Je pense que tous les supporters du PSG peuvent lui ériger une statue à lui aussi, parce que tout ce qui arrive de positif au PSG, c'est grâce à cette initiative de Sarkozy. Bien Au sûr. départ. C'est lui qui a l'idée de dire, si les Qataris venaient prendre le PSG, il donnerait des moyens démentiels. Bon. Donc les Qataris se voient proposer de récupérer le club de la plus belle ville du monde. On peut dire ce qu'on veut, Paris, vrai. c'est la plus belle ville du monde, c'est la plus visitée au monde. C'est dans les villes, c'est comme quand tu achètes la rue de la Paix au Monopoly ou quand tu portes une Patek Philippe au poignet. Voilà. Donc, t'es Qatari, t'as envie d'exister sur la carte mondiale parce que t'étais un pays inconnu il y a 30 ans. Il faut reconnaître que les mecs ont fait un truc mais exceptionnel sur leur pays. Hein. Ils ont fait le plus beau coup du siècle en termes de marketing. Mais je parle de pas seulement du communication. PSG, je parle de tout ce qui a été fait. Le Qatar, oui, je parle Le du Qatar. moi. L'histoire du Qatar, c'est un truc de fou. D'avoir l'idée de faire le gaz liquéfié quand personne n'y croyait, etc. Ils ont du mérite, les gars. Hein. Ils étaient sur des dunes de sable, quoi. Hein. Et ils ont construit un pays qui est un pays super riche. On leur propose ce diamant qui est la ville de Paris, de prendre le club de la ville de Paris. Ils le prennent. Il n'y a rien à leur reprocher. Et derrière, ils mettent des moyens colossaux pour s'offrir des Messi, des Neymar, des Ibrahimovic avant lui. Enfin, ils ont mis des joueurs et des moyens dingues. Moi, je ne peux rien leur reprocher à ce niveau-là. Ce que je reproche, c'est qu'on a un système qui est quand même bien, qui est celui du fair play financier. Oui. Avec une DNCG, avec des instances qui sont chargées de surveiller que, comme son nom l'indique, il y a un fair play financier. C'est-à-dire que le principe est normalement qu'un club ne doit pas dépenser plus que ce qu'il gagne. Pour que chacun ait sa chance. Bon, bah ça, il n'est pas respecté. On peut me dire le truc comme on veut, il n'est pas respecté. Le budget du PSG ne rentre pas dans le fair play financier. Il s'arrange. C'est-à-dire que le contrat de sponsoring qu'ils ont, puisque c'est ça la règle. La règle, c'est que tu ne peux pas investir sans arrêt. Mais si c'est des recettes, bah, personne ne peut rien dire. C'est l'économie de marché. Hein. Si tu négocies que Qatar Airways est ton sponsor pour plusieurs centaines de millions, ah bah super. Mais sauf que c'est biaisé, parce qu'ils ont des contrats de sponsoring qui ne reflètent pas la vraie valeur marketing. C'est bien pour ça que c'est les seuls à avoir des contrats de sponsoring à ce niveau-là. Donc, ce que je reproche, c'est qu'ils ont tué le championnat de France. Ah oui. Bon, voilà, on ne peut pas dire autre chose. Le championnat de France est mort. Il y a On Paris a et le on reste. a eu pendant des décennies un championnat de France de football où tous les ans, tu disais, tiens, qui va être champion cette année? Tu pouvais citer 2-3 équipes. Regarde, quand mon père quitte le foot, 93, Marseille est champion. 94, Paris Saint-Germain. 95, Nantes. 96, si je ne dis pas de bêtises, Auxerre. 97, je ne me rappelle plus toutes les séquences, je crois qu'il y a eu Monaco, puis Bordeaux. Mais ça changeait tout le temps. Maintenant, le suspense en début de la saison, qui va être deuxième? Ouais. Donc le championnat de France est mort. C'est ça que je regrette. Alors après, oui, c'est beau d'avoir une équipe qui est capable de gagner la Ligue des Champions, qui joue merveilleusement bien, mais on n'a plus de championnat de France. Et qu'est-ce que tu penses de Bernard Arnault qui a investi aujourd'hui dans le Paris FC? Donc un peu comme Manchester et d'autres et Milan. Pour les citer, il y aura une deuxième équipe de Paris et puis en plus elle est montée en Ligue 1, donc ça commence à être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne nouvelle parce que ça va faire un deuxième club à Paris, ça va avec une offre différente de celle du PSG, avec une approche, un concept différent. Quelqu'un que je connais à titre personnel et qui est un vrai passionné de foot, qui est Antoine Arnault, le fils de Bernard Arnault, qui saura faire comme ils savent faire, parce qu'il n'est pas numéro 1 français pour rien dans l'entrepreneuriat. Donc sa force, c'est qu'il sait constituer des équipes partout où il décide d'aller. Et il saura le faire avec le Paris FC, je pense. La seule vraie question, on en revient toujours à ça, c'est celle des moyens. Ah oui. Combien de moyens on parle de Bernard Arnault, on parle de l'EVMH. Donc on parle, tu veux être précis, on parle d'Antoine Arnault. C'est le projet d'Antoine Arnault, c'est pas le projet de Bernard Arnault. Voilà, donc c'est Antoine qui convainc son père de rentrer dans le foot. Quels moyens il va donner au club? S'il le souhaite, il peut donner les moyens, il peut même donner les moyens du PSG, s'il le souhaite. À son niveau à lui, il peut le faire. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'il souhaite. Peut-être pas tout de suite, mais dans le temps, peut-être. C'est ce qu'il faut espérer. Parce que par contre, il y a malgré tout, tu peux avoir tout le talent que tu veux.
à un moment, c'est les budgets qui font la différence quand même. Hein. C'est rare que tu aies un gros écart entre ton classement final et le classement des budgets. En général, il y a une corrélation naturellement forte entre le classement budgétaire et le classement sportif. Tu peux avoir des exceptions, tu as Brest qui a fini 2e, voilà, mais c'est rare. La plupart du temps, les clubs les plus riches sont aux premières places, c'est normal. Comme tu le disais tout à l'heure, si demain ça se passe un peu comme le PSG avec le Qatar, ça voudrait dire qu'aujourd'hui on sait que Tiffany & Co c'est LVMH, il y a Vuitton. Derrière, ça peut être de la communication qui est retransférée avec du sponsoring, et ça peut permettre de générer de l'argent, et ça peut permettre d'avoir un club de valeur qui sera différent, qui sera pour le coup 100% français. Ouais. Ça peut le faire. Pourquoi pas? Et puis nous, on Mais aimerait bien, en j'espère. tous les cas, à Paris. J'espère, bien sûr. Ça serait, il y a le Milan AC, il y a l'Inter de Milan, il y a Manchester United, il y a Manchester City, il y a plein de clubs comme ça où il y a 3-4 dans la ville. Alors à Marseille, je pense qu'on aura toujours un. Alors attention, avec un petit bémol quand même, je ne suis pas sûr que Paris soit une ville de football à ce point. Contrairement, tu parles aux Italiens et contrairement aux Anglais. à Milan, contrairement à Madrid, contrairement à Manchester, qui sont des vraies villes de football, je ne suis pas sûr que Paris, ce soit une vraie ville de football à ce niveau-là. Et tu sais, à un moment, il n'y a pas de hasard. Le PSG a été créé en 72. Hein. Oui. Jusqu'à 72, tu n'avais même pas une équipe à Paris vraiment supportée ou quoi que ce soit. Il y a eu plein de trucs différents. Il y a eu un peu le Red Star, il y a eu des choses. Bon. Et puis là, la fête, enfin, c'est incommensurable. Si tu dois comparer 1993, la victoire de Marseille à Marseille, et 2025, la victoire du PSG à Paris, mais c'est une anecdote à Paris. Dans la ville de Paris. Ouais. Tu as eu les Champs-Élysées. Et puis catastrophe ce qui s'est passé. En plus, 2 morts. En plus, exactement. Tu as eu les Champs-Élysées, le Parc des Princes où il y avait la fête, des voitures brûlées, des feux. Et puis, moi, dans le quartier où je vis, je n'entendais pas un klaxon. Mais à Marseille, quand Marseille était championne d'Europe, laisse tomber. Tu avais 2 millions de personnes à travers la ville. Tu avais partout la fête. Ça n'avait rien à voir. Donc, je ne suis pas sûr que Paris soit une ville de foot au point d'avoir 2 clubs supportés au niveau, etc. On verra bien. J'espère que oui pour le Paris FC. En tout cas, le projet est beau et il faut se réjouir que la famille Arnaud, et pas seulement eux, puisque tu sais qu'il y a aussi oui, mais bon, après, c'est surtout... Voilà, donc il y a des actionnaires solides et qui prennent ce club. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont s'installer en Ligue 1. Ils vont y rester pour de bon, ça j'en suis convaincu. Ils joueront très probablement les places européennes. Après, être à un niveau où tu joues le titre, c'est autre chose. Marseille, une deuxième équipe, ça pourrait arriver un jour. Jamais, aucune chance. Aucune chance. J'adore. Impossible. Impossible. Qui va supporter quelque chose d'autre que l'OM à Marseille? Marseille, c'est même pas Marseille. Tu prends toute la région, les Bouches-du-Rhône, ils sont derrière Marseille. Bien sûr, bien sûr. Ok. J'ai eu la chance, grâce à toi, de sponsoriser... encore une fois, un clin d'œil à Bernard Tapie et l'OM, puisqu'il y a 3 semaines, on était à Marseille, devant ce magnifique stade du Vélodrome, où on a pu dévoiler cette statue de ton père avec l'équipe de 93 qui ont gagné la Ligue des Champions à l'époque. D'où est parti ce projet? Quel a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est l'absence justement de quoi que ce soit. C'est-à-dire que mon père est mort en octobre 2021. En mai 2023, c'était le 30e anniversaire de la victoire en Ligue des Champions. Je parle avant de me rendre à Marseille. On a été invité par la mairie de Marseille à venir pour être en présence du maire qui allait faire un petit discours pour rappeler ce 30e anniversaire de la victoire en Ligue des Champions. Et je m'entretiens un peu avec l'assistante du maire, une personne super, et je lui dis, bon, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il reste une trace de mon père? Et en fait, il n'y avait rien de prévu. Et je demande aux supporters, et il n'y avait rien de prévu. Et je demande au club de Marseille, il n'y avait rien de prévu. Donc, je me dis, il va rester aucune trace de mon père. Il restera le souvenir qui s'éteindra avec les gens qui ont vécu cette époque-là. Et ça, je ne pouvais pas supporter. Je trouve qu'il a apporté tellement, pas seulement à Marseille et au football, au pays de manière générale, que pour moi, je trouve qu'il était impossible qu'il ne reste pas quelque chose qui traverse les générations, tu vois. Alors, il peut y avoir le film, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Je voulais qu'il y ait autre chose. Donc, je me suis dit, il faut faire un monument. Il faut faire un monument, il faut lui faire une statue, et pas qu'il soit tout seul,
Donc, on va faire une statue où il y aura 6 joueurs de l'OM qui le portent sur les épaules et lui qui brandit la Ligue des Champions, puisque c'est une scène qui a réellement existé. Le lendemain de la victoire... oui, la photo, elle est partout, on la connaît, cette photo. Donc, ils l'ont au stade Vélodrome, quand le stade était plein, les gens étaient venus voir la Ligue des Champions. À un moment, les joueurs l'ont attrapé, l'ont mis sur leurs épaules, et il a brandi en direction du public le trophée, il y a les photos, et c'est cette scène-là que j'ai voulu reproduire. Donc j'ai décidé de le faire, de créer une association loi 1901, donc à but non lucratif, pour le faire. Je l'ai annoncé il y a 2 ans, lors de ce 30e anniversaire de la victoire, en présence du maire. Et le maire a été top parce qu'il m'a dit, je lui ai demandé qu'on renomme l'esplanade, puisqu'on ne pourra jamais renommer le stade, puisque c'est l'Orange Vélodrome, et qu'une tribune, bon, les tribunes, ça s'oublie un peu, si tu veux, tu ne fais pas tellement attention à la tribune, alors que l'endroit où tu te trouves quand tu vas au Vélodrome, le parvis, ça, tout le monde passe par là. Obligatoire, quand tu vas aller au voilà, stade. Après, il y a des accès de l'autre côté aussi, mais bon, le parvis du Vélodrome, c'est l'endroit où passent des dizaines de milliers de personnes pour se rendre au match. Je me dis, si là, tous ceux qui passent, il y a une statue de mon père à cet endroit, il faut que l'endroit il s'appelle Bernard Tapie. Donc il a accepté de renommer cette esplanade Bernard Tapie. Il m'a dit, je le fais du jour où vous aurez votre monument. Qui était aussi une manière un peu de me mettre au défi, de me dire, bon, on va faire tous les deux les efforts. Moi, je veux bien renommer, mais il faut qu'il y ait une raison. Si vous mettez un monument où il y a votre père, bah oui, là, il y aura la bonne raison pour dire c'est l'esplanade Bernard Tapie. Donc il a accepté de le faire, et il a tenu parole. C'est très bien, et moi, j'étais certain que je réussirais à lever les sommes nécessaires. C'était autour de 250 000, un peu plus avec tous les frais annexes. Voilà, on a levé en gros 270 000 euros. Je te remercie d'avoir participé à titre personnel. Tu es dans les grands donateurs personnels. Je remercie Simplicicar d'être dans les sponsors entreprises, puisqu'en gros, la moitié des sommes, c'est des privés et la moitié, c'est des entreprises. En gros. Voilà, donc on a réussi à le faire et le sculpteur a fait un beau boulot, la fonderie aussi, et on l'a inauguré. Donc le 16 mai dernier, tu étais présent. Ouais, c'était un très, très beau moment. Il faisait très beau, il y avait un beau soleil, beaucoup de supporters, beaucoup de personnes lambda qui sont venues voir justement cette magnifique statue. Et comme on disait avant cette émission, bah, elle sera là éternellement, on l'espère, en tous les cas. Et puis elle sera représentée par le Vélodrome et tous les matchs. Et on espère... Bah là, cette année, ils sont en Ligue des Champions, donc normalement, ça devrait, on devrait avoir même des supporters étrangers, des grands clubs, de la visibilité. Donc, c'est super. On va finir cette émission qui a été franchement super enrichissante. J'ai appris pas mal de choses sur toi et sur ton père. Il y a quelque chose que j'ai lu, et tu me diras si c'est vrai, parce qu'encore une fois, on fait très attention à ce qu'on lit sur les réseaux. Quelques semaines avant la disparition de ton papa, ton père avait l'idée de devenir président de la République. C'est pas quelques semaines avant. Et il t'en a parlé à toi en te disant je vais aller mieux et je vais redevenir et je vais devenir président de la République. Ouais, il commençait à ne plus réfléchir tout à fait correctement parce qu'il a refusé d'avoir des antidouleurs pendant presque toute sa maladie. Parce que les antidouleurs, ça t'endort, et qu'il voulait toujours être alerte d'esprit, mais sur la fin, il souffrait trop, donc sur la fin, il avait des antidouleurs, et du coup, il n'était pas toujours très cohérent, et à un moment, il a eu une toute petite rémission, ça arrive très souvent, malheureusement, chez les cancéreux, à la toute fin, tu as un moment, une espèce de tu as un sursaut, et le sursaut final, et derrière, c'est fini. Et il a eu ce sursaut, où pendant 3-4 jours, les résultats s'amélioraient, et il avait... des tumeurs qui étaient tellement omniprésentes qu'elles lui déformaient la peau à certains endroits. Tu avais des tumeurs qui ressortaient et on les voyait qui diminuaient. Physiquement, à l'œil nu, tu les voyais. Donc là, il a eu un espoir fou. Et il me dit, si aux portes de l'enfer, j'arrive maintenant à m'en sortir, je vais au présidentiel et rien ne m'arrêtera. Et je lui ai dit, bon, tu as 78 ans, t'es cancéreux avec métastase un peu partout. Certes, tu peux avoir une rémission. T'as pas de parti politique. La présidence, ça va être dur quand même. Il me dit, t'as raison. Premier ministre, ce serait pas mal. Eh ben, magnifique. On va finir cette belle émission par cette phrase et ce souvenir. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. N'hésitez pas à liker, commenter cette émission. Activez la cloche pour les prochaines émissions, et je remercie mon invité du jour, Laurent Tapie. Merci pour ce bel entretien. Merci à toi. Et puis on espère voir très prochainement une Delage sur la route.
Ça pourrait être un signe que les clients ont été livrés et puis l'utilisent parce que c'est toujours pareil dans la passion. On veut aussi, et c'est l'intérêt quand on va à Monaco, quand on va à Dubaï, quand on va dans tous ces pays-là, c'est surtout aussi avec les enfants, les jeunes, les moins jeunes, voir ces voitures vivre. C'est bien pour pour ceux qui spéculent ou pour ceux qui collectionnent, mais les voir en mouvement, pour moi, c'est la plus belle réussite et on espère, Tout à on fait. va pas dire voir des milliers parce que c'est pas le projet de la Delage, mais voir quelques Delages sur les routes. Merci. Merci à toi, Laurent.